Bienvenue à la table des coups cryptiques pour cette nouvelle capsule. Cela faisait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de capsule. On va en proposer davantage par la suite, ainsi que de nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne, mais je vous informerai de tout ça en temps et en heure. En lieu et place, vous avez eu des actual plays, notamment Space Horror Stories, jeu de création française par Alnom6, alias Olivier, enfin alias son vrai nom, Olivier Ranicio, donc création française, un jeu de rôle qui cherche à émuler le huis clos, l'horreur spatiale, plus précisément en huis clos, dans un format cinématographique avec un système ultra bien pensé. Je pense qu'on a affaire là à un game designer, pour moi, allez, j'ose le mot, de génie, en tout cas qui nous a pondu là un système qui réussit parfaitement et qui émule parfaitement ceux qu'il cherche à nous faire vivre, à nous raconter. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors malheureusement, le financement participatif est terminé, mais si vous regardez cette vidéo avec un peu de fraîcheur, vous devriez avoir accès au Let's Pledge et je vous invite à jeter un coup d'œil si vous êtes passé à côté. Autre chose, vous avez eu aussi le Pacte de Morgoth, scénario en 5 épisodes, dans l'univers du Black Sword Hack de Kobayashi, jeu paru chez les Merry Mushmen, que voici. Vous voyez comme il est beau ce jeu. Et d'ailleurs, vous aurez constaté que j'ai là entre les mains un exemplaire plastifié. Et oui, parce que figurez-vous que les Merry Mushmen m'ont envoyé cet exemplaire avec le magazine associé, superbe magazine. On est dans la même veine que le livre. C'est-à-dire que c'est pas verbeux pour être verbeux. Tout ce qui est raconté, développé, est exploitable et jouable et sert à faire avancer l'histoire. Et vous l'aurez compris, un jeu de rôle que j'ai adoré, vous irez voir la critique pour en savoir plus, mais en tout état de cause, je peux vous faire gagner cet exemplaire. Pour cela, il vous suffit d'aller visionner le Pacte de Morgoth épisode 5, vous n'êtes pas obligé de le regarder en entier, vous cheatez, vous lancez sur Play et puis vous faites autre chose. Mais si vous commentez, likez, partagez, eh bien je ferai un tirage au sort, j'ai prévu ça le 14 ou le 15 juillet, je sais plus, il faudra regarder dans la description de la vidéo. Et vous aurez peut-être l'occasion de gagner cet exemplaire, d'être tiré au sort, et je vous enverrai ce cadeau que m'ont fait les Merry Mushmen, et je vous en ferai profiter. Voilà, alors attaquons maintenant notre sujet. Alors, est-ce qu'un bon système de jeu de rôle, finalement, est un système qui sait se faire oublier ? Alors, je vais y arriver, je vais éviter de mourir en direct. Enfin en tout cas en direct différé d'Internet. Alors pourquoi cette question ? Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent revenir finalement autour de moi dans la sphère rôliste, alors la sphère que je côtoie, je dirais, quand je joue physiquement, voilà, mais aussi sur les réseaux, sur Internet, et puis dans les échanges que je vois, consistant, je dirais, position qui consiste à considérer finalement que un bon système est un système qui est en retrait, qui se fait oublier pour que la narration prenne le pas et que la narration soit mise en avant. Et c'est particulièrement, je dirais, un concept, en tout cas une idée que je vois notamment s'exprimer chez des rôlistes aguerris, qui ont souvent beaucoup d'expérience et qui, au fil des années, finalement, viennent à considérer que le système, finalement, c'est une sorte de mal nécessaire, et moins il est là, mieux c'est, et on va favoriser la narration, voilà, parce qu'on considère que c'est, je dirais, la partie noble du jeu de rôle, la partie qui a de l'intérêt et qu'il faut exploiter le plus possible. Donc, vous l'aurez compris, la partie système, finalement, un peu parent pauvre, mal nécessaire en quelque sorte. Alors, sur cette position, vous aurez compris que si j'aborde la question, c'est que j'ai une position nuancée, voire même contraire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, à mon avis, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par le système. À quoi sert un système ? Bon, de manière assez basique, je crois qu'on peut considérer que dans la plupart des jeux de rôle, il va servir à déterminer, je dirais, l'issue des épreuves, l'issue des événements, des situations que l'on va évoquer, présenter au cours du récit. Ça permet d'éviter tout simplement l'arbitraire, même si les joueurs, s'ils sont intelligents, et c'est tout l'intérêt aussi d'un scénario, vont essayer de s'arranger pour, comme on le ferait dans la vraie vie, mettre toutes
les chances de leur côté de succès, à un moment donné, on doit mettre en place un système de résolution impartiale, et là, le système va venir tout simplement apporter, je dirais, la réponse, et en cela, il est intéressant, puisque c'est le système qui donne la solution, non pas le maître de jeu, bien que on peut imaginer que dans certains scénarios, de manière un peu dirigiste, ils puissent quand même, voilà, même si c'est à mon avis pas souhaitable, mais en tout cas, le système, lui, va apporter sa résolution. Et voilà à quoi va servir notre système. Alors, évidemment, il sert aussi dans nombre de jeux de rôle, je dirais presque dans tous, aussi à créer notre personnage. Il peut aussi créer l'univers, c'est le cas ici, le système crée l'univers, c'est-à-dire que par le système, vous allez aussi créer l'univers dans lequel vous allez jouer. Et vous allez voir que je commence à mettre un pied un peu dans, je dirais, le bémol que j'apporte un peu à cette idée selon laquelle le système doit être un peu mis de côté, enfermé dans sa petite boîte et s'exprimer le moins possible. Donc voilà, donc le système va servir à ça. C'est vrai que le système, dans la plupart des jeux de rôle, va être particulièrement, je dirais, pesant et prégnant lorsqu'il va s'agir de régler des confrontations, en quelque sorte, notamment dans le combat. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin souvent, enfin en tout cas on a besoin, la plupart des jeux de rôle considèrent, et c'est le biais qu'ils empruntent, qu'il va y avoir besoin d'être précis dans les mécaniques, de limiter l'arbitraire, je dirais d'émuler de manière la plus cohérente possible, peut-être la plus simulationniste ou la plus crédible, choisissez votre camp, ce qui se passe dans la confrontation, et là le système va venir souvent s'appliquer de manière un petit peu plus forte, et c'est d'autant plus vrai qu'on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de systèmes pour gérer un temps réel, je dirais, pas un temps raconté, mais un temps réel de situation assez court, parce que finalement une confrontation physique, un échange de coups d'épée, un échange de blaster, c'est assez rapide, et pour autant en système ça peut être assez long à résoudre. Et là, je peux comprendre effectivement que pour nombre de rôlistes, le système devienne un peu pesant. Alors il est pesant pourquoi ? Parce qu'il va venir casser le rythme d'une narration, et il peut être aussi pesant parce que finalement, il est peut-être pas si plaisant que ça à jouer, et puis on n'y prend peut-être pas finalement un grand plaisir à ce système. Alors je vais mettre de côté, volontairement, peut-être les systèmes, je dirais, que l'on va bouder tout simplement parce qu'ils ne sont pas bons. Voilà. C'est une réalité, je pense qu'il y a des systèmes qui ne sont pas bons. Pour moi, un système, à partir du moment où, pour déterminer le résultat de ce qui est entrepris, je vais devoir passer par le prisme de plusieurs supports pour déterminer un résultat, c'est déjà pas hyper satisfaisant. Voilà, si par exemple sur un jet de dés de confrontation, une fois le résultat obtenu, j'ai pas la lisibilité directe de mon action, mais je dois prendre ce résultat pour peut-être le croiser sur un tableau avec une table particulière, et puis finalement annoncer finalement ça touche. Voilà, s'il faut faire des calculs d'apothicaire ou consulter 3 supports pour arriver à la résolution, c'est compliqué. Pourquoi ? De manière évidente pour moi, parce qu'il y a un décalage entre le jet de dés et l'immédiateté qu'on attend du résultat. Malheureusement, comme le résultat n'est pas immédiatement lisible, en termes émotionnels, ça tombe à plat. Voilà, c'est chou blanc, quoi. J'ai touché, j'ai pas touché. Alors attends, je prends ton résultat, je regarde, attends, j'ai mon tableau croisé, il a une force de temps, de machin. Bon, évidemment, là, je comprends qu'on puisse dire que le système là est gênant et doit se réduire à sa portion congrue. Mais je pense à ceux qui expriment cette idée-là, alors c'est pas à ces systèmes-là que je pense, c'est-à-dire je pense à ceux qui, quelle que soit la valeur du système, quelle que soit sa fluidité, vont considérer que il doit se faire oublier à tout prix. Et là, je serais plus nuancé parce qu'il y a des systèmes qui ne vont pas faire que apporter de la résolution. C'est-à-dire qu'un système, pour moi, il peut être très plaisant à jouer. C'est-à-dire que, pour moi, dans jeu de rôle, il y a la dimension jeu. Donc, il n'y a pas que narration. Si c'est que narration, si c'est que récit, c'est super plaisant, mais c'est un conte. On me raconte une histoire. C'est un conte partagé, si vous voulez, mais il manque ce quelque chose-là qu'amène le système. Et cette quelque chose-là qu'amène le système, c'est la dimension jeu, et aussi la dimension tension qui y est associée. Moi, je prends beaucoup de plaisir lorsqu'un système est bon. Je vais vous en citer quelques-uns. Dans Cops, par exemple.
Bon, c'est un jeu de rôle un peu vieux, mais c'est normal, je suis vieux. Alors, je parle d'un vieux jeu. Même si je joue à des jeux assez récents, hein, quand même. Hein, aussi. Mais dans Cops, vous avez le système qui implique lors des combats, pour chacun des intervenants au combat, de choisir une posture. Est-ce qu'il va être prudent ou est-ce qu'il va s'exposer? Mais là, c'est hyper intéressant parce que là, le système, par l'intermédiaire de la posture qu'il vous demande de prendre, va déterminer des chances de réussite plus ou moins différentes. Et là, on rentre dans la dimension jeu, qui, moi, me plaît beaucoup. Je prends du plaisir à jouer à ça. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette dimension, tiens, tu choisis une posture et ça donne un effet en jeu, je trouve qu'en termes de récit, ce serait, on perdrait du récit et de la narration, parce que, le système dit, si tu prends cette posture-là, tu es prudent. Ça raconte quelque chose que d'être prudent dans un combat, dans la manière dont va se dérouler le combat, dans la manière dont on va le raconter. Donc vous voyez déjà, là, le système, il est narratif. Voilà, il résout un combat, mais il raconte quelque chose. Et déjà, c'est plus la même pour moi. Et puis en plus, au-delà de raconter quelque chose, il y a une dimension tactique, il y a une dimension jeu, on s'amuse. Tiens, mon adversaire a choisi une posture où il s'expose, moi je suis prudent. Haha, je vais avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors peut-être que j'aurai moins de chances de toucher, mais d'un autre côté, si je prends un tir d'opportunité, peut-être que j'aurai plus de facilité à ne pas le prendre, parce que je suis un peu à couvert. Et l'adversaire, quant à lui, se dira, moi je me suis exposé, donc c'est sûr, je vais lui coller une bonne bastos, et j'ai beaucoup de chances de le toucher. Par contre, j'ose espérer qu'en face, il n'aura pas le temps de réagir, parce que s'il m'en colle une, j'ai absolument aucun couvert. Tactiquement, il se passe quelque chose. Il y a un choix stratégique qui s'opère. Là, c'est intéressant. Dans Bloodlust, autre jeu de rôle, alors c'est un vieux jeu de rôle aussi, j'en suis désolé. Alors cela dit, il y a eu une réédition. Hein. Bon, je suis pas fan à 100% de la réédition, il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes, mais je sors du sujet. Dans Bloodlust, je trouvais super intéressant, lorsque confrontation il y a dans Bloodlust, sur un D6, vous indiquez la posture qui est la vôtre. Je fais une attaque brutale, je fais une attaque prudente, une attaque sournoise. Donc vous voyez, là, je touche à la partie combat, la partie pour laquelle souvent on a des rôlistes qui sont plutôt narratifs, qui se disent oh là, le système il va me faire mal, le système il va me traumatiser, il va me ralentir mon récit. Pas forcément déjà, alors oui, ça va peut-être ralentir un peu, mais c'est pas que ça ralentit le récit, c'est qu'on rentre dans autre chose, on rentre dans une dimension jeu, on rentre dans la dimension ludique, on rentre dans le jeu de rôle. Et ça c'est intéressant. Pourquoi ce serait chiant ? Ça, c'est pas obligatoirement chiant. D'ailleurs, on a de nombreux jeux de rôle maintenant qui sont en train de s'orienter entre le mix jeu de plateau, jeu de rôle. Quelqu'un qui l'a très bien fait, en l'occurrence, c'est Frédéric Henry, avec son Conan, ou bien encore avec son Batman de chez Monolith, où pour moi, on est entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Hein, on sent l'affiliation pour moi. On voit qu'en tout cas, c'est un rôliste, à mon sens, qui a créé ce système-là, parce que ce système, il est narratif. Mais moi, cet équilibre-là me plaît. J'adore quand le jeu prend sa place dans le système, quand le système prend sa place, je dirais, dans ma partie de jeu de rôle, quand je ne fais pas que raconter une histoire. Alors déjà, voilà, donc vous aurez compris, moi le système me plaît pour la dimension ludique quand il est bon, pour la dimension tactique quand il est bon, mais aussi pour ce qu'il raconte. Et oui, parce qu'un système va raconter quelque chose souvent quand il est bien fait. Et on a des systèmes qui sont à ce point narratifs, qu'ils sont même indissociables des univers dans lesquels ils interviennent, à tel point que si vous prenez certains jeux de rôle et que vous enlevez le système, que vous essayez de calquer un autre système, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça marchera difficilement, ce sera factice, ce sera bancal. Et inversement, si vous prenez l'univers de certains de ces jeux de rôle et que vous l'amputez de son système, l'univers perd de sa cohérence, il fonctionne moins bien. Je vous donne un exemple que je connais sans connaître. Blade Runner. Alors pourquoi je vous parle de Blade Runner ? Parce que c'est un exemple qui n'est pas inintéressant. D'ailleurs, Blade Runner qui va être traduit en français, les copains et les copines. Et oui, je suppose que vous en êtes au courant, parce que ceux qui regardent ma chaîne, ils sont un peu à la pointe de la culture holistique, hein, j'en suis bien conscient. Mais si vous ne le saviez pas, voilà, Blade Runner va être traduit, donc inutile de vous dire qu'il faut se jeter dessus. En fait, j'en sais rien. Mais je pense que le jeu va être bon. Pourquoi ? Parce que le système, il emprunte une direction qui n'est pas inintéressante. Le système vous dit, et là on est dans une partie système où presque je parlerai de game design pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Le système sépare la journée en quarts et vous dit que lorsque vous allez rentrer dans vos parties de jeu de rôle, dans vos missions va devoir intervenir des quarts qui sont réservés à des occupations spécifiques.
Vous devez, effectivement, vous allez enquêter, hein, vous êtes des enquêteurs dans Blade Runner, pas de souci, mais par contre, un quart de votre journée doit être occupé au temps personnel, au roleplay. Qu'est-ce qu'il est, votre enquêteur? Qu'est-ce qu'il vit? Quelle est sa réalité quand il n'est pas sur le terrain professionnel? Comme tout un chacun d'ailleurs, nous ne nous définissons pas uniquement parce que nous faisons sur le terrain professionnel. On est beaucoup plus riche que cela. C'est d'ailleurs à ce point frustrant que bien souvent, quand on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, on se définit par son métier. Ce que je trouve complètement con, parce que j'ose espérer qu'on est beaucoup plus intéressant et riche que simplement le métier que l'on fait. Notamment pour ceux qui font des métiers alimentaires. Voilà, et c'est pas un mal. J'en fais un petit peu partie, quelque part. Pas complètement, cela dit. Bon, bref. Closons la parenthèse. Mais, voilà, donc le système, là, vous invite et vous guide dans la manière dont vous allez construire votre partie de jeu de rôle, dans ce que vous allez raconter. Alors on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est prendre un peu le meneur par la main, c'est peut-être même un peu le contraindre. Eh bien que nenni, pour moi, c'est plutôt l'obliger je dirais, à rentrer dans les codes de l'univers qu'on veut raconter. Pourquoi Blade Runner met en place ça? Parce que ça fait partie de l'ADN de Blade Runner. C'est-à-dire que si dans le jeu de rôle Blade Runner, je ne consacre pas un temps dans mon récit, dans mes parties, dans les histoires que nous racontons ensemble, on ne consacre pas un temps assez, qui est pas anodin, hein, un quart, hein, par autant de jours qui vont se découler dans le scénario, à raconter la vie de notre enquêteur, sa vie personnelle, bien on passe à côté de l'ADN de l'univers. Donc quelque part, c'est comme si à un moment donné le système vous prenait par la main et vous disait hé, maître de jeu, n'oublie pas de raconter ça, va raconter ça, explore cet endroit-là. Et il y a des systèmes qui vont vous dire, comme celui-ci par exemple, hein, j'en reviens, décidément, c'est le jeu de rôle à multiples utilités, on peut le présenter dans plein de cas, où vous allez pouvoir jeter des dés sur des tables aléatoires, il y en a un bon nombre, hein, le Black Sword, enfin pas le Black Sword Hack, le Shadow Dark, explore un peu cette voie-là. C'est-à-dire que vous allez jeter sur des tables pour déterminer des rencontres. Alors, qui dit rencontre dit ou des événements et qui sont pas forcément des confrontations, qui vont simplement orienter le récit, qui tout simplement vont mettre en place des éléments déclencheurs d'histoire ou sur lesquels il y aura un avant, un après, sur lesquels il va y avoir un virage dans l'histoire, peut-être une tangente à explorer, une saveur nouvelle à apporter, mais qui raconte quelque chose. Mais dès lors, ces systèmes-là, pour moi, ils sont extrêmement bienvenus, parce qu'ils apportent de la variété, ils obligent peut-être le meneur à sortir de sa zone de confort et à explorer, parce qu'on a tous nos travers, ne nous mentons pas, à explorer des choses qu'il n'aurait peut-être pas explorées de lui-même, parce que ça ne fait pas partie de son ADN, et quelque part à le contraindre un peu. Et je pense qu'on n'est jamais autant créatif que lorsqu'on est contraint. Pour moi, l'absence de contrainte en art, c'est pire que tout. S'il n'y a pas de contrainte, finalement, c'est trop de liberté. Et trop de liberté, c'est finalement revenir à ce que l'on sait faire et ne pas se mettre, je dirais, en inconfort. Et souvent, on est créatif quand on est un petit peu dans l'inconfort, quand on doit contourner une difficulté. C'est encore là qu'on propose peut-être les choses les plus intéressantes de soi, parce que ça nous oblige à aller chercher en nous autre chose que ce que nous connaissons, que la surface, que ce que nous maîtrisons, à sortir de la maîtrise. Vous voyez? Donc bon, c'est peut-être un peu philo ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous comprenez l'idée. Moi, je suis très heureux quand sur un système, on me dit jette un jet de dés, il se passe ça, et que dans mon cerveau, la première réaction qui vient, c'est merde, comment je vais raconter, comment je vais l'intégrer, comment je vais raconter ça. Alors quand ça paraît logique, hein, je suis d'accord avec vous, et normalement quand un système est bien fait, les tables, les moments où vous allez intervenir et vous allez ainsi, je dirais, intégrer ces éléments-là, où le jeu va vous guider en vous disant tu dois raconter ça, si le système est bien fait, ça tombe pas à côté. Hein. Je prends par exemple le système de Space Horror Stories, donc jeu de Olivier Ranicio dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des mécaniques qui vont produire du récit par le système. Elle est à ce point intelligemment faite que vous allez jamais tomber à côté. Vous n'allez jamais tomber à côté parce que le système a l'intelligence de développer des situations, des enjeux dans des environnements, je dirais, dans des contextes qui sont suffisamment larges pour que ce soit cohérent. Et à aucun moment donné, vous vous retrouvez à dire c'est artificiel. Mais ça, évidemment, c'est gage de la construction d'un bon système.
Donc voilà, mais quand ça c'est bien fait, mais je peux vous assurer que le système est hyper intéressant. Le système va apporter quelque chose, il va nourrir votre récit, il raconte, et si vous vous en servez pas, bah, vous vous privez de raconter l'univers comme il devrait l'être. Pourquoi la mécanique du voyage occupe une place si importante dans le jeu de rôle Les Seigneurs des Anneaux? Mais peut-être pour insinuer le MJ à aller explorer cette mécanique-là. Parce que jouer une partie du Seigneur des Anneaux sans rentrer dans la mécanique du voyage, ben c'est se priver d'aller raconter ça. Et la mécanique, c'est pas antinomique avec l'histoire. À partir du moment où la mécanique, au contraire, tout simplement va être créatrice de situations qui vont amener de la narration. En quoi les deux sont antinomiques? En quoi votre système ne vient pas servir l'histoire? En quoi il vient la freiner? Au contraire, il vient la booster, il vient lui apporter du peps, de la nouveauté, des choses que vous-même, meneur, vous n'avez peut-être pas prévues. Et du coup, vous vous retrouvez à jouer et non plus à raconter. Et vous vous retrouvez non plus à maîtriser, mais à mener. Et je trouve que quand on est sur ce terrain-là, c'est encore là que les systèmes prennent toute leur force. Et d'ailleurs, j'ai une préférence, moi, pour ma part, pour les jeux de rôle qui ont un système qui s'imbrique dans l'univers et l'univers qui s'imbrique dans le système. Je trouve que là, on est sur une cohérence totale qui fait que tout est réfléchi ensemble et que tout fonctionne ensemble. Et la preuve que tout fonctionne ensemble, comme je vous disais, c'est que si on prend l'un sans l'autre, on sent que c'est un petit peu bancal. Ben voilà, je trouve que ces jeux de rôle-là sont encore les jeux de rôle les plus intéressants. Notamment parce que, en tant que meneur, si on vient pas nous contraindre, si on vient pas parfois nous chercher, notamment quand on est meneur débutant, ou quand on est meneur un peu moins à l'aise qu'un meneur qui a beaucoup réfléchi à sa pratique et qui a des années de pratique. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des années de pratique qu'on est bon meneur. J'ai croisé des meneurs qui avaient très peu d'années de pratique, mais tout simplement, c'est comme tout. Des fois, il y en a qui ont un talent naturel pour ça. Des fois on en a moins, ça veut pas dire qu'en bossant on peut pas arriver au même niveau, c'est-à-dire que le travail à un moment donné ça permet de tout transcender, comme on dit, le talent sans travail, et inversement le travail sans talent, c'est aussi une réalité. Mais bon bref, je clôt la parenthèse, mais ça va être particulièrement intéressant je trouve pour des meneurs qui sont un petit peu plus fragiles, un petit peu moins à l'aise sur la conduite de scénario efficace, avec un bon rythme, avec des histoires dans lesquelles les PJ ne sont pas en train de consulter leur portable, ne s'endorment jamais, ne sont jamais lâchés. Eh bien, c'est souvent intéressant qu'un système vienne aider ces meneurs-là pour aller leur faire explorer des choses, pour aller leur dire, tiens, leur montrer du doigt, il va falloir que tu joues ça, il va falloir que tu joues ça, tiens, regarde, mon système implique que quand tu fais ça, on crée une situation, raconte-moi cette situation. Voilà, donc, voilà, pour moi, vous l'aurez compris, un système ne doit pas se faire oublier, loin de là. Il doit être fluide, ça c'est une réalité, je pense, parce que sinon, effectivement, ça peut considérablement ralentir l'histoire. Mais si le système est plaisant, si le système amène du jeu, amène du fun, amène de la tactique, mais pourquoi s'en priver? On peut même, de toute façon, passer en mode entièrement système pour gérer une situation. Moi, je me verrais bien jouer, par exemple, au futur Batman, le jeu de rôle que j'ai pledgé, qui va sortir là chez Monolith, et à un moment donné, pour les situations de combat, dire, les gars, on passe en mode plateau, on a nos figurines, et puis on va tirer ça au jet de dés. Ouais, et ok, alors on raconte moins? Non, je pense pas qu'on raconte moins, parce que des fois, ça m'est arrivé, moi, sur des jeux de plateau, de me dire que finalement, il s'est raconté quelque chose, et pourtant, on n'a fait que jouer à un système, on n'a fait que jeter des dés et appliquer les résultats. Et puis on se rend compte que, merde alors, en faisant ça, on a raconté quelque chose, et parfois même quelque chose de plus intéressant que si on s'était concentré sur le fait de le raconter uniquement, sans y apporter la dimension jeu. Donc vous voyez, je trouve que c'est pas si évident que ça, et que les deux, en fait, peuvent se nourrir l'un l'autre. Un bon système va venir considérablement nourrir votre récit à partir du moment où il est construit, et notamment lorsque le système, je tourne un peu en rond, je crois, je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, il y a 5 minutes dans la vidéo, mais notamment lorsque le système va venir explorer la dimension narrative. C'est-à-dire quand il va vous dire, raconte ça dans mon univers. Bon, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. On va explorer d'autres sujets. Il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais je vous parle. Je veux que ces capsules restent naturelles, on va dire, restent sur le fil. J'aurais sûrement, comme ça m'est arrivé à un moment donné, merde, pourquoi j'ai pas dit ça? Écoutez, pourquoi je l'ai pas dit? Parce que j'y ai pas pensé, ou parce que tout simplement je ne le soupçonne pas.
Et oui, il y a peut-être des choses très intéressantes à évoquer sur ce sujet-là. Peut-être que je me plante et qu'il y a des choses auprès desquelles, au travers desquelles je suis passé, qui seraient intéressantes que vous mettiez en avant. Ben, je vous invite à le faire. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à compléter, je dirais, à même vous opposer à cette vision-là, parce que, ben, voilà, à partir du moment où une réflexion est construite, ben, elle est entendable, recevable, et je suis le premier à ne pas hésiter à changer d'avis, hein, sur un sujet. Quand on m'a mis en face quelque chose, je me dis, ah, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé, tiens. Donc ben, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous fais de gros poutous, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.